Le teasing, il y a plein de gens qui vont pas forcément le faire, parce qu'il y a aussi un petit peu ce doute par rapport à son offre. Est-ce qu'on a envie d'en parler, pas d'en parler? Mais je pense que c'est hyper important de faire une phase de teasing. Comme si on faisait pas 20 000 euros de chiffre d'affaires sur notre lancement, on l'avait loupé. Bah non, qu'est-ce que deviennent les personnes qui ont rejoint? Super, c'est sympa pour elles. Il faut qu'il y ait une séquence mail derrière. Si vous avez rien à vendre, full valeur. Mais par contre, voilà, vous mettez des contenus, ça peut être recyclé aussi des contenus forcément que vous avez fait sur les autres plateformes, etc. Mais vraiment, en fait, utilisez ce format-là un maximum et surtout habituez énormément votre audience. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Aujourd'hui, nous recevons Aude Georgelin. Tu as formé déjà plus de 200 élèves dans la réussite de leur lancement, dans leur organisation ou encore dans leur productivité. Tu es aussi une vraie addict à Notion et tu proposes aussi de superbes templates justement sur Notion. Est-ce que tu as un petit détail qu'il faut absolument qu'on connaisse sur toi, Aude? Alors, petit détail qu'on peut partager aujourd'hui, peut-être pour changer un petit peu de ce qu'on a dit la semaine dernière. On va dire que je pense que j'étais pas forcément dédiée à faire de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai eu une super carrière chez Decathlon, ça s'est hyper bien passé, j'ai fait énormément de choses. Honnêtement, j'ai pas quitté le salariat pour et parce que je me sentais pas bien. J'ai vraiment quitté le salariat parce que j'avais envie de faire quelque chose de différent, j'avais envie d'impacter plus de personnes et voilà, j'aime à croire que ça fait un petit peu partie de ma personnalité, de mon voyage entrepreneurial, donc j'aime bien pouvoir le partager. Totalement. Et tu as bien raison parce qu'aujourd'hui, on est là pour savoir comment organiser le lancement de ces produits digitaux. Donc, comment ça se passe une période de lancement. Et on va voir tout ça ensemble. On a découpé, on a bien travaillé, on a été studieuse pour cet épisode, pour ces épisodes d'ailleurs. On a prévu plusieurs choses. Peut-être qu'on peut commencer du coup par parler en premier de la phase de teasing qui vient aussi après, pendant la phase de sensibilisation qu'on parlait dans l'épisode 1. D'ailleurs, allez écouter l'épisode 1, ça va être une saga qui s'écoute dans l'ordre ou en fonction des étapes dans laquelle on est, mais si on peut écouter dans l'ordre, c'est quand même mieux pour récupérer un maximum de conseils. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire en premier, peut-être sur la phase de teasing? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Comment bien la réaliser? Est-ce que tu as des petits tips? Du coup, pour, je pense recentrer un petit peu pour les personnes qui n'ont pas forcément écouté l'épisode 1 ou qui voulaient écouter un petit peu, il y a un petit moment et qui maintenant sont vraiment dans la création de leur lancement. Il faut bien comprendre que quand on organise un lancement, on a du coup différents types de phases. On a des grosses phases qu'on va appeler phase de sensibilisation, qui est du coup une phase qui, je pense, fait à peu près 2 à 3 mois. Ça va vraiment dépendre si on se reniche, si c'est notre premier lancement, enfin il y a plein de paramètres à prendre en compte. Après, on va avoir une phase de promotion où là, c'est vraiment plus la mise en avant, je dirais, soit d'un lead magnet, soit ça peut être directement de la formation ou du produit en ligne. Et après, on a une phase de vente. Et du coup, au milieu de tout ça, il y a cette phase un petit peu de teasing. Je pense que le teasing, ça parle un petit peu à tout le monde. On le connaît via les influenceurs avec leurs projets. On le connaît par rapport à nous, les infopreneurs, quand on est là, je suis en train de travailler sur un truc de ouf, vous n'êtes pas prêts. Je pense que ça, vous l'avez vu un petit peu, un petit peu partout. C'est un peu la bande-annonce, quoi. Complètement, c'est vraiment ça. En fait, je pense que le teasing et je pense que ça vient d'un terme anglais, qui est aussi se rapproche à donner l'eau à la bouche. En fait, venir donner un petit peu l'appétit, où on va avoir envie de se dire: «OK, ça m'intéresse» ou «Ça m'intéresse pas forcément». Le teasing, il y a plein de gens qui vont pas forcément le faire, parce qu'il y a aussi un petit peu ce doute par rapport à son offre. Est-ce qu'on a envie d'en parler, pas d'en parler? Mais je pense que c'est hyper important de faire une phase de teasing. Déjà parce que ça permet, concrètement de prendre la température, de voir est-ce que les gens vont être prêts, est-ce que les gens vont être intéressés. Moi, je sais que ça m'est arrivé plein de fois avec mes formations ou les formations des personnes avec qui je travaille, quand on faisait justement un petit peu cette dose de teasing. Et d'ailleurs, c'est un très bon moment pour mettre en avant une liste d'attente parce que ça vous permet vraiment de pouvoir commencer à récupérer des emails. Parce que c'est vrai, quand on fait du teasing, donc concrètement, qu'est-ce que c'est que le teasing? C'est venir dire: coucou, je vais sans doute travailler sur un produit, je vais sortir une offre qui va être sur telle promesse ou sur telle problématique. Et en fait, c'est là que vous allez commencer à recevoir des DM. Ah bah tiens, moi ça m'intéresse, ah tiens, j'aimerais en savoir un petit peu plus, etc. C'est un très bon moment aussi pour recruter des bêta-testeurs, parce que potentiellement, c'est la première fois que vous lancez votre offre. Donc c'est très cool d'avoir des bêta-testeurs. Donc je dirais que pour moi, c'est vraiment le moment où on donne l'eau à la bouche. Très intéressant d'avoir une liste d'attente. Et potentiellement, si vous avez envie d'avoir un petit peu des bêta-testeurs, c'est aussi un bon moment. Toi, du coup, Marine, comment est-ce que tu le ferais par rapport à... Qu'est-ce que tu ferais en fait concrètement pendant cette phase de teasing par rapport toi à ton audience qui est très Instagram? Ouais, et ben, vraiment sur Insta, ce que j'aime bien déjà, ça va être de créer de l'interaction. Les stories, je trouve que pour le teasing, c'est vraiment le format idéal
pour partager, que ce soit en faisant des sondages, en disant: «Bah, c'est quoi vos besoins, du moment?» ou un sondage encore mieux, mais qui peut peut-être faire mal, avec, les réponses qu'on a, ça va être un sondage, «Qu'est-ce que tu penses que je suis en train de préparer?» avec plusieurs options possibles et bah, si c'est pas le produit qu'on est en train de préparer qui tombe en premier, c'est pas non plus, il y a pas mort d'homme et au contraire, ça nous donne des idées potentiellement, soit pour modifier le produit qu'on est en train de faire, soit aussi pour en créer un deuxième, un troisième. Donc ça va décupler un peu à l'infini nos idées de produits et c'est vrai que moi, je dirais, les sondages en story pour créer de l'interaction, partager son screen, tu vois, d'ordi en disant: «Bah, voilà, tel jour, telle heure, je vais sortir ça, ça va être, par rapport à ça, donc restez bien accrochés, enfin, rejoignez ma liste email». Vraiment commencer à travailler là-dessus et aussi à sensibiliser, encore une fois, en même temps que le teasing, sur les points de douleur et sur les solutions qui existent. En disant: «Bah, là, je suis en plein bêta test, tu vois, pour mon offre Leads Flash et le but, c'est vraiment petit à petit, là, depuis une semaine à peu près, juste avant de lancer la bêta test, je parlais de fait d'avoir un lead magnet, de récolter tes prospects, des erreurs qu'on pouvait faire, de comment le faire aussi, comment optimiser sa pub». Donc vraiment encore plus parler, de son expertise et pas avoir peur, encore une fois, de faire de la rétention d'informations et de pas tout dévoiler. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui me disent: «Non, mais j'ai une idée révolutionnaire, je veux pas, partager ça tant que c'est pas prêt, tant que je suis pas prêt à sortir, parce que j'ai peur qu'on me pique mon offre, qu'on me pique mon idée». Bon, bah, spoiler alerte, on réinvente pas la roue, hein, c'est la façon, encore une fois, de faire qui est différente, donc faut pas avoir peur d'exposer ça, sauf si on travaille sur un truc, avec sous brevet, ou quoi, mais là, on n'est pas du tout dans le même domaine d'expertise. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, en tout cas, et dans le monde digital, faut vraiment pas avoir peur de montrer et pas se dire: «Non, mais je vais me faire voler mon idée, ça va pas être, bien». Au contraire, si on communique pas, notre cible, elle va pas être prête. Si on tease pas, notre cible non plus va pas être prête. Ce qui marche très bien, c'est les comptes à rebours dans les stories aussi. Carrément. Pour voir un peu qui est intéressé, qui l'est peut-être, qui s'en fout et voilà, déjà voir prendre un peu la température et c'est vrai que ça aide et puis, aller échanger à fond pour essayer de comprendre vraiment la problématique, regarder tous les derniers commentaires qu'on a eus pour se donner des idées de posts à faire, de story à faire, mais vraiment là, être ultra présente pendant cette phase de teasing, c'est le truc le plus important, que ce soit sur les réseaux ou aussi, pourquoi pas, de le faire en newsletter en disant: «Bah, là, voilà, je prépare, un produit» et pareil, on peut faire aussi un sondage et proposer, pour qu'il y ait beaucoup d'engouement et plus d'engouement peut-être, bah, la personne qui va trouver aura une réduc, aura une ressource en plus, quelque chose comme ça. Ça, je trouve que c'est super, super sympa à faire dans un teasing, quoi. Carrément. Et du coup, je rebondis tout de suite parce qu'il y a plein de choses qui ont été hyper pertinentes dans ce que tu viens de dire. La première chose, je fais un peu le lien entre les deux, mais le fait d'engager avec sa cible et du coup de retravailler un petit peu ses problématiques, c'est essentiel parce que moi, c'est un des premiers travaux que je fais à chaque fois avec les personnes avec qui je travaille, c'est de vraiment bien définir le client idéal, donc avoir toutes les informations par rapport au client idéal et d'être capable d'avoir le top 5 des problématiques. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on va inventer. Ça ne vient pas un matin, genre, oh putain, c'est exactement cette problématique-là. En fait, ça vous vient vraiment à force de discuter avec les gens. Donc il faut, et c'est essentiel, quand vous êtes dans une phase de sensibilisation, quand vous êtes en train de teaser votre offre, de discuter le plus possible avec votre audience. Aussi parce que vous, potentiellement, vous allez avoir une manière d'interpréter une problématique. Dans votre tête, c'est hyper clair et ça a du sens. Par contre, quand vous allez la confronter aux personnes en face de vous, bah, finalement, eux ont peut-être une manière différente de le formuler. Donc, elles vont avoir un vocabulaire qui est différent. Et ça, c'est hyper important parce que très souvent, quand on est expert et qu'on a de l'expérience, du coup, on a également un peu ce syndrome de l'expert et on essaye d'être hyper spécifique dans tout ce qu'on dit, mais du coup, les gens ne nous comprennent pas parce qu'on ne parle pas le même langage qu'eux. Donc ça, hyper intéressant, je pense, de justement d'engager, de comprendre bien les problématiques. D'ailleurs, c'est un des meilleurs moments, et moi, je vais rentrer dans une phase comme celle-ci, du coup, pour ma fin d'année, de faire des très bonnes routines d'engagement. Là, je sais que c'est pas quelque chose que je fais à l'année. Dans tous les cas, c'est pas moi qui le fais parce que j'ai une community manager. Mais à des moments spécifiques de l'année, on refait Mmh mh. deux, 1, 2 ou 3 mois de routine d'engagement pour vraiment relancer la visibilité. On la fait pas forcément aussi pour gagner plus de followers, mais moi je le fais pour vraiment engager avec mon audience en fait, pour qu'ils sachent que je suis là, qu'ils peuvent venir discuter avec moi, etc., etc. C'est clairement quelque chose qui a fonctionné, qu'on a beaucoup fait, et franchement c'est hyper intéressant. Donc ouais, le fait d'engager, le fait de parler des problématiques, je pense que c'est vraiment essentiel. Et du coup, je rebondis tout de suite par rapport toi, au teasing que tu es en train de faire en ce moment, du coup, par rapport à ta bêta test. Donc pour vous recontextualiser un petit peu, tu es en train de faire une bêta test, donc le produit, il n'est pas forcément créé,
Il démarre, je crois que c'est dans une vingtaine de jours, on va commencer à avoir accès je dis «on» parce que du coup, moi, je l'ai acheté pour le coup. Ça rejoint. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant et j'ai envie donc Marine, tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu as créé, bah, justement ce teasing-là de ton côté et moi, je vais juste expliquer comment je l'ai vécu. C'est que littéralement, hier, je suis tombée sur ta story et j'ai vu qu'il y avait une bêta test et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient rejoint. Du coup, je me suis dit: «Ah trop cool, c'est un lancement, bah, je regarde, ça m'intéresse». J'ai vu un petit peu le format et je me suis dit: «Bah, honnêtement, c'est exactement moi ce qui m'intéresse aujourd'hui» parce que j'ai un très bon trafic organique. J'ai beaucoup de personnes sur ma liste email qui viennent, bah, du coup quotidiennement parce que j'ai à peu près 400 personnes qui rentrent par mois sur ma liste email, mais j'ai jamais fait de pub de ma vie. J'ai jamais fait de pub parce que je veux absolument pouvoir prouver également qu'on peut vivre de son activité sans faire de publicité. Et du coup, je m'étais promis que sur 2022-2023, je ne ferais pas de publicité. Mais par contre, en 2024, j'en ferai. Parce que moi, j'ai testé mes tunnels à fond, ça fonctionne, je sais que ça fonctionne, donc maintenant, je peux faire de la pub. Et du coup, quand j'ai vu ta story, en fait, j'ai même pas réfléchi. J'ai tout de suite acheté, je me suis pas posé la question. C'est la première fois que j'entendais parler de cette offre-là. Donc ça, je pense qu'il faut aussi casser un peu ce truc de... Alors oui, c'est vrai, il faut répéter les choses, répéter les choses, répéter les choses, mais parfois, si vous avez la bonne manière d'expliquer, la bonne story, il y a vraiment une story qui va pouvoir faire avoir une prise de conscience et les gens vont pouvoir passer à l'action, quoi. Donc du coup, je veux bien que tu nous expliques un petit peu toi comment tu as créé ce Trop bien. teasing-là, parce que du coup, finalement, tu fais payer les gens avant que ce soit démarré, un peu sous un format liste d'attente, mais payante. Exactement, exactement. Bah, je trouve trop cool d'avoir vu ton retour, c'est trop intéressant parce que, déjà, il faut savoir que pour ce lancement-là de petite offre, moi, je suis le pire exemple, sur Instagram en termes de régularité, surtout sur 2023. Ma rég J'avais calculé avant là de revenir sur les 15-20 derniers jours, en 2023, je crois que ça va choquer plus d'un, j'ai posté genre 25 stories avant octobre 2023. Donc, voilà, déjà, ça en dit long en termes voilà, de ma routine d'engagement. Enfin non, j'avais une routine d'engagement tous les jours, mais pareil que j'ai délégué, mais moi, ma présence était vraiment très, très faible et en fait, l'idée de ce produit, ça m'est venu parce que j'ai une formation plus complète sur, la publicité, qui va d'ailleurs disparaître parce que les gens n'ont plus le temps et les gens veulent tout, tout de suite dans tous les domaines. C'est très dur d'avoir tout, tout de suite dans la publicité parce que, bah, des fois, ça peut prendre du temps et je me suis dit: «OK, on va faire une offre qui, en moins de 4 heures, tu as créé ta publicité, tu peux avoir fait ton lead magnet parce que tu auras toutes les ressources pour le créer s'il y a besoin avec les templates, comment, la structure, tout ça et tu sais analyser ta campagne» et vraiment, c'était hyper important et je me suis dit: «OK, bon, bah, on n'a pas beaucoup de temps parce que si tu te mets pas une deadline super short, tu le feras jamais et tu vas encore, relancer ça, dans 3 mois et ça va passer aux oubliettes». Donc je me suis mis une deadline hyper short et entre-temps, je me suis dit: «OK, tu vas poster tous les jours, être présente tous les jours en story, aller échanger 2 fois plus». Donc Manon avec qui, je travaille, qui va gérer la routine d'engagement et aussi un peu certains DM, je lui ai dit: «Bah là, en ce moment, tu y vas 2 fois plus» et pareil, encore une fois, le but, c'était pas d'aller chercher de nouveaux abonnés, mais plutôt de dire à ceux qui étaient déjà abonnés: «Bah coucou, je suis Rola, voilà ce que je vais faire», c'était vraiment recréer ce lien finalement qu'on avait perdu puisque j'étais très peu présente. Et après, je me suis dit: «OK, bon, bah, il va falloir teaser» et ça va passer d'ailleurs en 2 étapes. Il y a eu la journée d'hier où j'ai dévoilé, en fait, le produit, à quoi ça va correspondre et les personnes qui avaient rejoint et aujourd'hui, tu vois, je vais présenter les avantages de rejoindre la bêta test. Par exemple, va y avoir un tirage au sort parmi les 2 bêta testeuses pour avoir une semaine de budget pub offerte en fonction de la stratégie, qu'on va voir ensemble. Il y aura des mots-clés, il y aura des prompts ChatGPT en plus et ça, pareil, je le fais en 2 étapes parce que un lancement, c'est toujours en plusieurs étapes. Il y a le premier jour, le dernier jour, le jour du milieu, les moments où il se passe rien. Et il faut être capable de garder du coup en alerte toutes les personnes qui sont intéressées. Et le fait de découper un peu les bénéfices, les avantages en rejoindre la bêta test en plusieurs jours, ça va permettre que bah, les personnes voient de nouvelles infos et pas de tout le temps répéter aussi. Donc peut-être varier. Moi, je conseillerais de varier le support du teasing en tout cas et la Carrément. façon dont on montre son produit, que ça soit pas tout le temps les 4 mêmes slides qu'on voit, que ce soit pas la même question qu'on retrouve tout le temps en FAQ. Peut-être de varier ça, je trouve que ça c'est le plus intéressant. Et j'ai mis aussi en place là, un outil, du coup, ManyChat, à force, parce que ça faisait 1 an, je m'en servais pour répondre aux messages, tu sais, bon, catastrophique, puisque pareil, je mettais 30 ans pour répondre, donc c'est encore autre chose. Et ça, c'est hyper pertinent pour les lancements, puisque les personnes vont commenter
ta publication. Donc ManyChat, c'est un outil qui permet de faire plein de choses, notamment des automatisations. Par exemple, sur le post Instagram, je commente, ben, lead flash et ça t'envoie un message avec le lien, une explication supplémentaire, et cetera. Et ça marche trop bien. Et franchement, je suis choquée d'ailleurs de comment ça a marché parce que comme c'est pour un produit, je m'étais dit: «Ah, c'est pour un produit, peut-être que les gens ont pas envie que je vois qu'ils sont intéressés par peur de se dire: la relou, elle va venir me parler après, et tout», alors qu'en fait pas du tout. Et je suis allée échanger avec ces personnes-là qui n'avaient pas forcément acheté en leur disant: «Bah voilà, est-ce que tu as une question? Si tu as une question, n'hésite pas». Et aussi le faire sur un enfin ne pas le faire en mode forceur quand on va échanger et vraiment juste le faire le plus sincèrement possible en mode: «Bah voilà, est-ce que tu as une question?» Moi, c'est pas grave si la personne elle achète pas et qu'elle a une question quoi, qu'elle me pose sa question. Au contraire, je préfère qu'elle me la pose plutôt que de la garder et de se dire: «Ah peut-être que». Et ça aussi, ça a été un très bon outil, ManyChat, pour le lancement. Au final, les gens commentent et comme les gens commentent, bah, ton post, ça lui crée plus d'engagement et comme ça lui crée plus d'engagement, il est plus vu et ainsi de suite. Et aussi, pas mal de partage de copines business et ça, je trouve que c'est bien parce que, bah, quand tu es entouré d'un bon réseau, que de te supporter entre copines, de voir qu'il y en a qui partagent parce qu'elles savent que ça va être utile à leur communauté, c'est enfin, tu te dis: «Bon, bah, OK, là, c'est bon, j'ai pas j'ai tout gagné, mais presque», tu vois? C'est vraiment un trop bon sentiment, en tout cas, de gratitude. Carrément. Et je pense qu'il faut aussi, je crois qu'on en parlait, enfin moi je sais que j'en ai parlé dans beaucoup d'épisodes de podcast et je me demande si on n'en a pas parlé justement dans le premier épisode, c'était le fait d'être bien entouré. Donc soit pour avoir des retours en fait sur le travail qu'on peut faire parce que, bah, on est entouré d'autres business friends et cetera. Mais aussi, bah, justement dans ce genre de cas, c'est vrai quand on est sur une offre qu'on vient lancer, c'est une première offre ou c'est vraiment une bêta test, bah, il faut pas hésiter je pense, bah, quand on a des personnes proches de nous, potentiellement qui sont pas sur la même niche, d'aller un petit peu leur demander, bah, est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser ton audience? Et si c'est le cas, bah, est-ce que voilà, je te demande pas de le partager, tous les jours, mais est-ce que tu peux le mettre en avant ou est-ce que tu as envie en fait tout simplement de le mettre en avant? Après je pense que ça devient naturel aussi quand on est proche de certaines personnes. Dans tous les cas, il y a même pas besoin de demander. Donc ça c'est une bonne chose, c'est une bonne chose également. Et du coup, je reviens juste sur le fait que tu aies fait ça, je pense de manière, hyper souple et du coup, bah, finalement, toi, ta phase de teasing, en fait, c'est une phase, que tu peux monétiser et ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, j'invite, parce que je me doute que beaucoup de personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, potentiellement, n'ont pas encore organisé de lancement, ça va être leur premier lancement. En vrai, vous prenez pas trop la tête parce que un premier lancement, en fait, je pense qu'on on a des idées de fou, on se dit: «Mais ça va être comme ci, ça va être comme ça va être dingue». En fait, ça se passe jamais comme on veut, tout simplement parce que, bah, si vous n'avez pas été formé pour, il y a plein de choses que vous allez oublier. C'est pas de votre faute, c'est juste qu'il y a trop de choses à faire et donc c'est complètement normal. Et je pense qu'il faut pas hésiter aussi, si justement vous avez une audience qui est engagée, à vraiment passer du temps dans justement les DM, à discuter avec des personnes parce que, bah, parfois vous n'avez besoin que de ça. Et je vais donner là pour le coup un exemple hyper concret, c'est que donc moi il y a 1 an de ça, j'ai organisé un mastermind sur le sujet de YouTube. Donc je me suis lancée sur YouTube, je me suis formée en autodidacte, ça a hyper bien marché, j'ai très vite fait du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ma chaîne, elle fonctionne extrêmement bien, ça me ramène, bah, comme je disais, je pense de YouTube, j'ai à peu près 300 leads qui viennent par mois. Pour une audience comme la mienne, c'est énorme en organique, enfin, c'est vraiment, vraiment beaucoup et j'en ai vraiment conscience. Et du coup, bref, j'ai voulu faire un mastermind là-dessus. Et en fait, j'ai m'étais vraiment mis au défi parce que, bah, du coup, vu que je suis sur la niche des lancements, j'ai pas envie de toujours faire les mêmes styles de lancement parce que c'est pas intéressant et parce que c'est mieux de tester d'autres choses. Mmh mh. Et du coup, je me suis engagée. Je me suis dit: «Je vais faire un lancement sans communication, sans page de vente, uniquement dans les DM avec des gens qui sont potentiellement intéressés». Et en fait, il m'a fallu une story. J'ai fait une story où j'ai vraiment mis un truc du style, voilà: «Qui a envie de se lancer sur YouTube en 2023?» Donc ça, à l'époque, c'était à la fin de l'année 2022 et j'avais mis un sondage. Alors surtout, on arrête les sondages négatifs. C'est vraiment moi, j'avais mis que des sondages, des réponses positives. C'était, «Oui, j'ai envie d'aller sur YouTube, mais je sais pas comment faire. Oui, j'hésite entre ça et le podcast. Oui, mais ça me paraît beaucoup trop compliqué». Donc là, forcément, les gens qui vous répondent non, de toute façon, moi, ils m'intéressaient pas. Donc je voulais pas de ces personnes-là. Donc du coup, forcément, j'ai mis des réponses qui étaient positives. Je crois que j'ai eu à peu près 15 personnes, pour le coup, à me répondre, ce qui est pas énorme par rapport aux sondages que je peux faire d'habitude, qui sont beaucoup plus hauts. Mais là, c'était super spécifique. Dans ces 15 C'est 15 personnes, qualifiés, quoi. exactement, j'ai 10 personnes qui m'ont dit oui. Je n'ai fait aucun lancement. J'ai juste fait une vidéo de vente qui était faite sur Whimsical. Donc, c'est un outil en fait pour faire du mind map où j'expliquais juste voilà ce qui va se passer, voilà ce que je vais vous apprendre. Il y a 8 étapes. On va voir les 8 étapes ensemble. Je n'ai eu que des oui. Et ça, c'est fou parce que du coup, il y a eu aucune communication qui a été faite. Alors après, du coup, c'était une bêta test, hein, c'était vraiment, c'était pas cher. Ça restait, c'était pas non plus donné, mais ça restait un plus petit prix. Et j'ai adoré l'expérience parce que du coup, c'était des gens qui s'étaient vraiment engagés. Donc
toutes les personnes ont lancé leur chaîne YouTube, à part une, mais qui avait une situation, elle revenait d'un comment dire? D'un congé maternité, enfin bref, c'était, tout un truc, mais au moins maintenant elle a tous les outils pour le faire. Toutes les autres personnes ont lancé leur chaîne, ça s'est super bien passé, on a passé 6 mois ensemble, fantastique et c'est un lancement qui s'est fait en bêta test, sans communication et en fait ça, moi j'ai pu le faire justement parce que j'étais proche de mon audience et j'étais dans les DM. Et en fait la conclusion que je veux vraiment amener à tout ça, c'est que ne vous attendez pas, en faisant un lancement, si vous n'êtes pas proche de votre audience, à vendre. Il faut vraiment créer ce lien, en fait et je pense que toi, Marine, c'est un truc que tu as quand même bien fait parce que même si tu étais pas forcément là, présente, à faire, énormément de stories, beaucoup de posts, il y avait quand même ce lien, tu étais dans les DM, enfin, tu répondais aux gens qui pouvaient te contacter, ce genre de choses. Tu faisais de l'engagement, du coup, forcément, sur d'autres personnes aussi, tu pouvais échanger et je pense que ça fait vraiment la différence et il faut pas oublier, en fait, le côté humain derrière. Je sais pas trop ce que tu en penses, mais voilà, moi, je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. 100, je te rejoins à 100 et c'est en fait, je pense qu'il faut comme tu l'as dit, se lâcher un peu la grappe quand on fait un lancement, parce qu'on se met souvent une pression, mais genre énorme dessus, comme si on misait tout notre business dessus, comme si on faisait pas 20 000 € de chiffre d'affaires sur notre lancement, on l'avait loupé, bah non, qu'est-ce que deviennent les personnes qui ont rejoint? Super, c'est sympa pour elles. Pas du tout, je pense qu'il faut vraiment se lâcher la grappe et aussi être conscient de son potentiel dans son lancement. C'est-à-dire que souvent, il y en a qui me disent: «Voilà, moi, je veux faire un lancement, je veux faire 50 000 € de chiffre d'affaires avec mon lancement». «OK, qu'est-ce que tu as prévu?» «Ah bah rien, juste une masterclass, et puis voilà, on lance les pubs». «Ah oui, non, alors attends, 2 minutes, 2 minutes, on va s'asseoir, on va en reparler, c'est ce qu'on verra juste après de toute façon». Mais tu vois, j'ai déjà fait dans l'année, alors pas cette année, mais surtout en 2022, je faisais un peu des promos sur ma formation, on va dire un peu comme des mini lancements, mais c'était vraiment pour faire, quelques ventes, hein, moins d'une dizaine à chaque fois parce que moi je le savais et je m'étais dit: «Attends, mais en fait, je suis pas du tout présente, je suis pas du tout, le lien, je suis pas en train de le créer à 100 ou de le maintenir à 100 donc j'étais réaliste en fait en me disant: «Bah là, c'est clair que je vais pas pouvoir faire 15, 20, 30 ventes et c'est OK quoi». Parce que si je veux atteindre cet objectif de 15, 20, 30, 50, ventes ou, en termes de CA, un CA beaucoup plus élevé, il faut que l'énergie que j'y mette, ça va pas du tout être la même. Il faut que forcément je sois beaucoup plus présente, que je crée beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de valeur. C'est ce que j'avais fait pour mon premier lancement qui avait, bah, très bien fonctionné, mais qui me correspond pas et je pense qu'il faut aussi se lâcher la grappe et trouver, comme tu l'as dit, la façon qui nous correspond de faire. Si ça se trouve, les événements là, ils ne pas pour nous, bah, c'est pas grave, il y a d'autres moyens de faire venir des personnes, de démontrer notre expertise aussi. Mais je pense que c'est ça qui est important, c'est se lâcher la grappe et arrêter de comparer ces lancements avec le lancement du voisin aussi, parce qu'on voit que des chiffres de fou pour les lancements. On voit jamais un lancement, quelqu'un qui va nous dire: «Ah ben là, mon lancement, il a complètement foiré, j'ai fait 2 ventes ou une vente». Et je trouve que ça devrait se dire plus parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, qui ne disent pas et que ça dédramatiserait un peu tout ça aussi et que ça permettrait de prendre conscience que pour atteindre un gros CA pour un lancement, bah, il y a du gros boulot qui est demandé en amont forcément, aussi et je trouve que ça, c'est hyper important d'en avoir conscience aussi et de se dire: «Ben oui, il y aura toutes ces étapes-là. Est-ce que je suis prêt à faire toutes ces étapes pour atteindre, ce point final quoi, finalement?» Complètement et du coup, ça me fait penser, justement quand on parle de teasing et le fait, je reprends l'exemple, là, du coup, tu as cliente qui te dit: «Moi, je veux faire 50 000, je vais faire une masterclass». En soi, oui, mais il faut avoir énormément de préparation avant et du coup, je reprends l'exemple, c'était Mylan Faure, du coup, de la Micropreneur Academy qui en avait parlé, je crois que c'était en story ou en épisode de podcast où, du coup, pour recontextualiser pour les personnes qui la connaissent pas, c'est une nana qui, maintenant, a une offre unique, mais qui est en train de changer qui du coup va avoir différentes offres. Si je dis pas de bêtises, ça va faire 4 ans qu'elle a la même offre, du coup qu'elle vend tout le temps la même offre et elle fait en fait donc ce qu'on appelle pour le coup des vrais lancements orchestrés. C'est-à-dire qu'il y a des rentrées et il y a des sorties. Les personnes ont vraiment 3, 4 mois ou 6 mois, je pense, pour faire la formation, être dans le groupe, etc. Et c'est vraiment des cohortes qui, par exemple, démarrent, je sais pas, au mois de février et une autre au mois de juin. Et en fait, dans un épisode de podcast, je crois que c'était ça, où elle expliquait qu'en fait, du coup, elle, par rapport à son fonctionnement, tout le reste de l'année, elle ne vend pas. Ou alors, je crois qu'elle avait un tout petit produit vraiment en dessous de 100 € qu'elle pouvait vendre de temps en temps, mais clairement, c'était pas ça qu'elle lui ramenait du chiffre d'affaires. Parce que d'ailleurs, moi, ça fait 2 ans que je la suis.
J'ai appris qu'elle avait ce produit il y a genre, 1 mois quand elle a dit que ça allait s'arrêter. Enfin, je savais pas du tout que ça existait, Bah, je bref. l'apprends là. Donc tu vois, elle avait un tout petit Je truc, et du coup, elle a dit: «Bon, bah, voilà, j'arrête ce produit-là, je vais le supprimer». Donc elle faisait une offre en fait, du coup de avant de retirer de la vente, elle a fait une offre pour que les gens puissent l'acheter. Enfin, il y avait plein de gens en fait qui étaient pas au courant qu'elle avait ce produit-là. Et du coup, bref, dans cet, fameux épisode de podcast, elle explique, bah, du fait que moi je ne fasse que 2 lancements à l'année, bah, tout mon chiffre d'affaires doit être généré en fait sur cette saisonnalité-là, donc sur ces 2 lancements. Et en fait, elle, son but, du coup, au cours de l'année, c'est de récupérer le plus de leads possible. Et du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait de la pub en permanence, non pas pour vendre directement derrière, mais justement pour se créer une liste email. Après, il y a des séquences mail forcément derrière aussi. Il y a la newsletter, elle a une newsletter qui est assez forte, le podcast qui est assez fort, etc. Et je crois qu'elle avait un objectif, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas dire le chiffre, mais je crois que ça se situait entre 500 et 1000 personnes par mois qu'elle essayait du coup de faire rentrer dans sa liste email pour potentiellement les convertir quand elle ferait en fait le lancement. Et du coup, ça, je pense que c'est important aussi à prendre en compte, c'est que des lancements comme peuvent faire, bah, je vais citer par exemple Maëlan et Aline Bartoli, c'est des lancements où il y a énormément de préparation. Enfin, c'est 9 mois de préparation pour 1 mois de lancement. Et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier et que et c'est pas une mauvaise chose non plus de dire voilà mon lancement il n'a pas fonctionné, etc. Il y en a plein et moi j'en vois plein au quotidien. Mais voilà, il faut aussi bien se rendre compte qu'il y a énormément de travail derrière. Du coup, comment ça s'est passé avec ta cliente qui, elle, voulait faire 50 000 avec une masterclass? Vous avez mis les choses à plat? Oui, on a mis les choses à plat, on a dit: «Non, mais là, c'est pas possible, faut, faire, des lives», justement, on peut parler des events live aussi, l'importance que ça a dedans. Donc ce qu'on a mis déjà en place, on a gardé, OK, l'idée de faire la masterclass. Donc là, on a dit: «Bon, ben on va commencer à lancer une campagne de pub 10 à 15 jours avant l'événement live», parce que si on informe les gens au-delà de 10 à 15 jours, en fait, ils vont oublier, ils vont dire: «Ah OK, c'est trop cool», mais le Complètement. jour J, ils seront pas présents, ils vont, aussi, totalement oublier. Ça permet de faire aussi une séquence de mails qui soit quand même structurée et cadrée et pas trop longue avant l'événement pour les garder en alerte et encore une fois leur donner envie de venir. Et elle, ce qu'on avait fait, c'est qu'à la fin de la masterclass, en fait, on avait transformé les appels découvertes en petits coaching express, tu vois, coaching flash. En fait, c'était des appels découvertes sous une autre forme et ça avait super bien fonctionné. Mais avant et pas uniquement avec la masterclass, il y avait toute la liste email. Il y a eu pareil du coup avec cette cliente-là, on développe la liste email maintenant en continu même quand elle est pas en lancement pour faire venir du monde, tout le temps, en fait. Et les prospects, en fonction des offres qu'on a, certaines personnes vont mettre, 1 mois pour convertir une personne en client, d'autres vont mettre 2 mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 an en fonction de l'offre, encore une fois et du prix de l'offre et de la valeur et de ce que ça va lui apporter. Donc il faut prendre ça en compte et ça, c'est ce qu'elle, elle a compris aussi en disant: «Bah oui, ça y est, OK, je comprends effectivement que moi, il me faut 6 mois pour convertir une personne qui me connaît pas à cliente dans mon offre qui est à quasiment 3 000 €». Donc, elle a compris ça. On a mis en place ce système-là de lead magnet à côté, en plus de la masterclass, et justement ces petits coaching express après la masterclass. Sauf que, et des fois, tu sais pas pourquoi, les gens, quand il y a quelque chose qui fonctionne, ils disent: «OK, ça fonctionne, mais viens, on va tester autre chose pour voir si ça fonctionnerait pas encore mieux». Parce qu'ils sont un peu trop, on va peut-être trop gourmands, je sais pas. Alors je comprends, hein, cette envie de toujours aller chercher plus et tout, mais quand on est en lancement et qu'on déjà teste beaucoup de choses, il faut garder ce qui fonctionne avant d'aller sur d'autres choses et de tester d'autres choses qu'on ne sait pas. Garder ce qui fonctionne, supprimer ce qui fonctionne pas et là le modifier pour tester. Et une fois qu'on a tout un écosystème qui fonctionne ensemble, ben, modifier, l'optimiser petit à petit. Mais au final, tu vois, elle a dit non, mais en fait, moi, je veux pas forcément à la fin des masterclass pouvoir prendre rendez-vous avec eux et tout. Et résultat, bah, il y a eu, 2 ventes, qui se sont faits, sur la totalité du lancement au lieu d'une dizaine d'habitude. Et tu te dis: «Bah, ouais, mais en même temps, pour une offre à 3 000 €, tu peux pas demander à ce que des personnes ne réfléchissent pas ou n'aillent pas interagir avec toi, sachant que tu n'as pas la, comment dire? La notoriété, Mmh. par exemple, tu vois que en plus, c'est totalement faux, mais j'allais dire, Aline, elle répond aux messages, tu vois? OK, tu as pas d'appel découverte, mais Aline de The Bee Boost va répondre à tes messages. Donc il y a quand même un moyen d'aller interagir avec elle. Et toi qui as 500 abonnés, Mmh. tu es en train de dire: «Non, je peux pas prendre 30 minutes ou 20 minutes de mon temps pour te montrer que mon offre à 3 000 € sera assez bien pour toi». Ben, c'est qu'il y a un problème quelque part, en fait. Parce que encore une fois, tu as enlevé l'humain et toi, la finalité que tu vois, c'est même plus presque la transformation et tout ce que tu vas leur apporter, mais c'est ce que tu vas avoir à la fin sur ton compte en banque entreprise et c'est pas ça qui est intéressant réellement, quoi. Pensez à ça, à pas forcément supprimer ce qui fonctionne pour le remplacer, faire de nouveaux tests. Des fois, à pas être trop gourmand et à dire, «Je vais mettre plein de choses en place» et se perdre aussi,
petit à petit. Mais ouais, du coup, on a restructuré, revu et là, elle est en train de tout aussi restructurer parce que, ce qui est difficile aussi quand on est en lancement, c'est que on peut être happé par plein de choses, Mmh. par les gros comptes, par, plein de techniques différentes. On peut très vite se perdre et on peut très vite aller à l'encontre de ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre entreprise et de ce qu'il faudrait faire, quoi. Donc faut, voilà, faire attention, c'est vrai, à ça aussi. Je sais pas si toi, tu as eu un peu déjà des mésaventures en sur des événements live ou des petites choses comme ça, également? Ouais, bah, si, c'est toujours un petit peu le même format. En fait, je pense qu'on idéalise énormément le live en se disant et je pense qu'il y a 2 écoles, c'est, pour vendre, il faut absolument faire du live et faire du live, hyper pushy où justement on va avoir des masterclass, qui sont très dans le comment dire? Dans la problématique, dans les douleurs et après on renvoie. Alors pour le coup, ce ne sont même pas des masterclass, hein, dans la réalité, on appelle ça des webinaires. Ça, je pense qu'il y a aussi un énorme amalgame. Aujourd'hui, on appelle tout masterclass tout, alors que, beaucoup enfin moi je sais que des fois je regarde un petit peu ce qui se fait sur LinkedIn et on a des formats qui sont nommés masterclass. Faut rappeler que masterclass c'est un cours d'expert où on va donner le pourquoi, le quoi et le comment. Normalement, on est censé tout donner dans une masterclass et à contrario, on a des formats plus webinaires où là effectivement on va pouvoir donner des tips, un petit peu, travailler sur certains points et vraiment, c'est en fait, le webinaire est comment on appelle ça? Est vraiment une page de vente en live, en fait. Donc ça, déjà, c'est intéressant un petit peu à venir différencier. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup dans ma formation et en fait, j'ai plein de gens qui, du coup, ont appris comment est-ce qu'on faisait des vrais ateliers, des vrais workshops, des vrais, défis 5 jours, enfin, comprendre un petit peu les différences et du coup, effectivement, voir ce qui nous plaît ou pas. Moi, je ne fais jamais de live. Après, parce que j'ai décidé d'avoir un business qui est full evergreen, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et parce qu'aussi, bah, j'aime bien tester par rapport à mon audience et cetera. Et du coup, j'ai rien qui est en live. Tout est vraiment en préenregistré. Après, ça veut pas dire que je fais pas des changements. J'adapte, en fait, forcément ce qui fonctionne pas. Et du coup, pour revenir un peu sur une mésaventure, je trouve intéressant, si on reprend l'exemple justement des appels de découverte, je pense que c'est aussi très intéressant, suivant l'offre que vous allez proposer, d'observer forcément, hein, ce que fait la concurrence et même pas ce que fait la concurrence, mais ce que font les personnes qui fonctionnent et forcément d'adapter par rapport à vous. Si on reprend, voilà, je vends un produit, à 3 000 €, bon, bah, je veux pas faire d'appel découverte, je veux pas forcément annoncer le prix non plus et il y a pas de vidéo de vente. Clairement, il y a un problème et ça, moi, ça m'est arrivé plein de fois, vraiment veille de lancement. Là, pour le coup, c'était une copine à moi, qui me dit: «Oui, oh, tu peux regarder ma page et tout rapidement pour que je lui donne du feedback». Premier truc que je lui dis, j'étais là: «Mais meuf, tu vends un programme à 3 500 €, il y a pas d'appel de découverte, il y a pas de vidéo de vente. Enfin, moi, je vois ton truc, je te connais ni d'Ève ni d'Adam, en fait, je passe mon chemin, quoi». J'achète pas, C'est quoi. ça, complètement et du coup, donc tout de suite, elle, pour le coup, elle est vraiment dans l'action-réaction, donc elle a rajouté en premier bouton d'appel de découverte et directement une vidéo de vente. Clairement, ça a eu un impact et pareil, une autre cliente à moi aussi où on a fait plusieurs lancements, et en fait, il y a une époque de son business, je pense qu'elle était dans un cycle particulier. Pareil, même souci, j'ai pas envie de faire d'appel de découverte. Pour le coup, c'était quelqu'un qui avait une grosse audience, assez engagée, mais vraiment dans ce sentiment de si les gens veulent travailler avec moi, bah, ils viennent pour moi en fait. Ils sont pas censés vouloir passer par un appel de découverte. Elle fait ce lancement-là, ça se passe bien parce qu'elle a une grosse audience. Finalement, avec le temps qui passe, elle se dit: «OK, en fait, je pense que j'aimerais bien justement, bah, refaire des appels de découverte parce que c'était intéressant. Je pense qu'il faut que je les fasse moi-même, pas forcément avec des closeuses et cetera» et du coup, elle reprend ce format-là. Ça cartonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens sentent déjà qu'elle s'intéresse à ces projets et forcément la jauge de confiance, en fait, elle passe de 2 à 100 Bah, coup ouais. et les gens payaient en live, en appel de découverte avec elle. C'était vraiment et elle leur disait: «Bah, je peux te faire, un devis, une facture ou là, je peux t'envoyer la page, tu peux t'inscrire». Les gens achetaient en live des programmes à 5 000 €. Donc il y a aussi ce côté-là, je pense qu'il faut adapter votre offre, votre audience et forcément la manière qu'on va avoir en fait de communiquer derrière. Et je pense que c'est hyper important de effectivement tester ce qui fonctionne pas forcément, ouais, et pas s'attendre, voilà, si ça fonctionne chez quelqu'un, ça va forcément fonctionner chez moi. Non, mais voilà, il faut aussi faire les choses, par rapport à ce qu'on a envie de faire, mais aussi par rapport à ce que les gens, en fait, attendent un petit peu de nous. Enfin, moi, je sais qu'il y a sur mes accompagnements qui sont quand même assez onéreux, j'ai dû en vendre 2 en DM et c'était des gens avec qui j'ai beaucoup, beaucoup discuté. Sinon, toutes les personnes sont passées par des appels de découverte. On vend pas des accompagnements à ce prix-là, juste, voilà, sur la confiance de 3 échanges en message privé, quoi. Ouais, c'est complètement ça. Je pense qu'il faut être réaliste, comme tu le dis et rebondir sur quelque chose que tu dis beaucoup, c'est s'adapter et tu as totalement raison. C'est que, on va prévoir aussi, par exemple, nos publications, on va faire tous nos rétro-planning sur: «OK,
1re newsletter, ça va parler de ça, la deuxième c'est ça, la troisième c'est ça, la finale, c'est ça et pareil au niveau des posts et en fait, simplement se dire qu'il faut s'adapter et là, typiquement, pour mon mail de demain, il est pas encore prêt et je vais m'appuyer sur les messages que j'ai eus, hier et aujourd'hui pour mettre dans ma newsletter, pour lancer mon bêta test et ça, faut être prêt et quand même avoir du temps à consacrer pendant sa phase de lancement aussi pour pouvoir modifier et faire des ajustements. Si entre-temps, tu reçois un super retour déjà, quelqu'un qui dit: «Ah mais rien que le peu qu'il y a, je suis trop contente et tout ça, blabla», bah, faut le mettre. C'est une super preuve sociale déjà qui va peut-être aider à débloquer. Donc faut l'ajouter et c'est souvent au dernier moment, donc faut savoir s'adapter et prévoir tout ça. Mais heureusement, on peut quand même s'organiser, justement et on peut parler, là peut-être des séquences mail puisqu'on va venir sur un peu le contenu, tout le contenu aussi qu'il y a à préparer pendant un lancement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur les séquences mail, à partir de on va dire que c'est une séquence mail à partir de donc il y a des personnes qui nous connaissent dans Lead Magnet, les personnes qui nous connaissent déjà, il y a la liste d'attente. Là, c'est vraiment les mails de vente pure et dure. Est-ce que toi, tu vois déjà peut-être des 1 conseils, en tout cas avant de parler des erreurs, parce qu'il y en a pas mal aussi, mais des conseils, des bonnes pratiques à mettre en place sur ces emails de vente? Carrément. Déjà, ce qui est hyper important, moi j'aime bien faire la différence parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont perdus avec ça. C'est qu'on a les formats newsletter, où là c'est vraiment pour le coup, c'est votre newsletter, c'est un concept comme une vidéo YouTube ou comme un épisode de podcast qui pourrait sortir. Et après on a ce qu'on appelle les séquences mail ou les campagnes mail, qui sont là vraiment en fait ça fait partie de votre parcours client. Donc déjà première chose à prendre en compte, c'est suivant la stratégie que vous allez adopter, les séquences mail ne sont pas les mêmes. Demain, vous faites une stratégie en live, forcément, vous allez avoir des mails entre l'inscription de la personne et le live en lui-même. Et ensuite, il y a aussi des mails qui vont là être pour le coup beaucoup plus vente entre la masterclass, le format que vous allez faire en live et en fait la fin de votre lancement. Donc on a vraiment ces deux différences-là. Après, si jamais vous décidez de faire du préenregistré, moi je sais ce que j'ai aujourd'hui, c'est que, et ce que j'apprends de façon personnelle avec qui je travaille, c'est vraiment, voilà, il y a un lead magnet, une fois qu'il télécharge le lead magnet, il rentre dans une séquence email. Les séquences mail, il y a plein de différents types de formats. Moi aujourd'hui, celle sur laquelle je travaille beaucoup, c'est du coup V plus V, donc valeur plus vente, où en fait on a 3 mails full valeur, où je vais pas du tout être là, genre coucou, j'ai un truc à vous vendre, etc. On est vraiment sur des mails de valeur, donc ça va être partager des erreurs, partager peut-être des anecdotes spécifiques, partager des exemples, partager des conseils, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Une fois que ces 3 mails de valeur ont été faits, moi souvent ce que je fais, c'est que c'est sur tous les 5 jours à peu près, 5 jours, 7 jours. Donc je bourrine pas, tu vois, c'est pas 3 mails par jour ou un truc comme ça. On prend vraiment le temps de le faire, de bien le faire. Et ensuite, on va avoir 3 mails là pour le coup de vente qui ont quand même de la valeur. Où je suis pas là, genre coucou, j'ai un truc à te vendre, mais c'est vraiment voilà. Par exemple, une problématique bien spécifique, je te donne les conséquences, l'impact que ça va avoir sur ta vie, et voilà un petit peu la solution. Moi, ce que je te propose, cette nouvelle opportunité, bah, pour le coup, c'est mon offre. Et en fait, je pense qu'on travaille pas assez bien les séquences mails aujourd'hui. Honnêtement, là, je crois que je suis à 80% des personnes avec qui je travaille. Quand je vois leur tunnel de vente, je suis là. Il manquerait pas un truc, il n'y a pas de séquence mail. Parce qu'en fait, on n'y pense pas, on se dit, ah, c'est à ça que ça sert, c'est vrai que moi j'en reçois, mais en fait, je le fais pas derrière. Et du coup, je pense que c'est hyper important de casser ce truc-là, c'est que dès que vous faites en fait un lead magnet, il faut qu'il y ait une séquence mail derrière. Si vous avez rien à vendre, full valeur. Mais par contre, voilà, vous mettez des contenus, ça peut être recycler aussi des contenus forcément que vous avez fait sur les autres plateformes, etc. Mais vraiment, en fait, utiliser ce format-là un maximum et surtout habituer énormément votre audience. Moi, je sais qu'un des meilleurs conseils que j'ai reçus, que j'ai appliqué et que du coup aujourd'hui je transmets, c'est que même dans mes mails de valeur, je renvoie par exemple vers des vidéos YouTube, vers des articles de blog, peut-être qu'ils ne sont pas de moi, mais en fait, j'habitue les gens à cliquer sur des liens. Du coup, quand ils arrivent au 4e mail, qui est un mail de vente, où je les renvoie vers ma page de vente, ils ont pris l'habitude de cliquer. Et du coup, moi, j'ai aussi beaucoup plus de statistiques parce que, on le sait, par rapport au mail, on a 2 grosses statistiques, le taux d'ouverture, le taux de clic. Et moi, j'ai un très fort taux de clic parce que j'habitue vraiment mon audience à venir cliquer sur mes vidéos YouTube, sur mes liens, je leur partage une template, etc. Donc quand là, je leur propose un produit payant, ils ont tellement pris l'habitude de cliquer sur ce que je leur propose qu'ils vont aller voir par curiosité. Et du coup, c'est cette curiosité qui parfois aussi peut se retransformer un petit peu en vente. Donc je dirais sur la séquence mail, le plus simple, c'est ça, c'est vraiment V plus V, donc 3 mails de valeur, 3 mails de vente. Et pareil, par rapport aux mails de vente, ça peut être un petit peu les formats qu'on va faire sur, sur une page de vente, donc parler des problématiques, ce genre de choses. Ça, c'est un autre gros truc. Et moi, le truc que je teste l'année prochaine, c'est les séquences qu'on va appeler les séquences soap opera. Donc c'est vraiment en fait des séquences qui sont faites pour le coup pour mettre l'eau à la bouche. En fait, quand les personnes ont fini de lire le mail,
la seule chose qu'elles attendent, c'est de recevoir le prochain mail. Vraiment avec le format, je prends l'exemple classique de Dallas. Quand l'épisode se terminait, ma grand-mère, elle était là: Le «Je suis teasing. demain», tu vois? C'est j'ai hâte de savoir ce qui va se passer demain. C'est un peu la même chose avec nous aujourd'hui, avec, je sais pas, des séries comme Gossip Girl, ce genre de choses. La grosse différence, c'est que maintenant avec les réseaux qu'on a, en fait, on a accès à tout. Moi, demain, je veux manger tout le Gossip Girl sur 2 semaines, je peux le faire. Mais voilà, à l'époque, si, je regardais Grey's Anatomy sur TF1, quand ça se terminait, j'avais qu'une hâte, c'était Eh la semaine oui! prochaine. Et en fait, c'est ça qu'il faut créer aussi, je pense, avec les mails, créer un petit peu cette addiction pour que les gens, alors pas deviennent vos fans, mais vraiment, bah, comprennent qu'on peut aussi, bah, voilà, les aider, vous pouvez faire pas mal de choses et cetera. Donc ouais, faire un petit peu des 2. Je sais pas que toi comment tu le vois, je pense que c'est plus mail de vente sur la parce que finalement, vous avez targeté des gens, donc c'est un peu différent sur la partie pub, mais en tout cas sur la partie organique, moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Exactement. Bah, c'est en fait, il va y avoir tout, déjà pour faire venir des personnes dans l'hypothèse où les personnes vont faire un événement live, ce que je recommande aussi d'intégrer dans les mails, c'est un exercice. Ça, c'est quelque chose qui marche très Carrément. bien pour augmenter aussi son taux de présence à son événement live. De dire: «Bah, voilà, un petit exercice super court», hein, on part pas sur un exercice d'une heure ou une thèse, à rédiger, hein, mais un petit exercice en disant: «Bah, viens en live après parce qu'on va le corriger, on va voir ça». Donc ça, déjà, c'est un super moyen pour augmenter le taux de présence et je conseille de le faire et encore plus en publicité quand les personnes ne nous connaissent pas, où il faut vraiment leur donner 2 fois plus envie de venir nous voir en live et de venir prendre du temps finalement pour une personne qu'ils ont vue 30 secondes sur une pub et à qui ils ont reçu 2 mails. Donc vraiment, je dirais ça. Et aussi de varier les formats et de s'amuser en fait dans les mails aussi, d'ajouter de la vidéo, d'ajouter du format audio, d'ajouter de la gamification. L'année dernière, pour le Black Friday, justement, j'avais fait donc une offre sur ma formation et j'avais dit: «Ouais, mais c'est Black Friday, donc les gens, ils vont être noyés sous les mails. Donc je vais faire ça, je vais faire 2 mails et j'ai pas envie que ça soit, -90, c'est bon, t'achètes et ciao», comme on a tout le temps et qui est très bien, auquel je suis très contente moi parce que je j'achète des formations au Black Friday et ça me va bien de faire des réductions, enfin des économies plutôt, mais j'avais pas du tout envie d'être voilà, dans cette même masse-là. Je me suis dit: «Comment est-ce que je peux me différencier?» Et du coup, j'avais fait, donc une newsletter et dans chaque newsletter, il y avait un ticket à gratter en ligne et derrière ce ticket à gratter-là, il y avait une promotion qui était différente en fonction des personnes. Enfin, c'était aléatoire, hein, je choisissais pas qui va avoir quoi, mais c'était aléatoire. Tu grattais, tu avais un code promo et ça a super bien marché. J'ai eu que des bons retours, sur la façon dont ça a été fait, les ventes aussi que j'ai fait, grâce à ça et donc, c'est de trouver des moyens de s'amuser et de différencier vraiment ce qu'on propose et pas avoir peur de, ben, faire des choses différentes et de se dire: «Bah, là, le format audio, c'est vrai, je reçois jamais une newsletter avec le format audio». Bah oui, mais teste, ça peut être super chouette de recevoir une newsletter sur un format audio. Peut-être pas, 10 minutes à écouter, mais ne serait-ce que 3-4 minutes, où tu lis ta newsletter, où tu dis: «Bah, j'espère que ça va, voici un petit tips applicable direct» et pareil en vidéo et c'est vrai que ça, je recommande plus. Surtout quand on a fait de la pub avant et qu'on a quand même beaucoup de personnes froides dans notre liste email, où il faut absolument au maximum leur montrer qui on est et notre personnalité et tout ce qui va avec. Donc vraiment, ouais, mettre de l'humain. En fait, c'est tout le temps la même chose, hein. Mettre l'humain au milieu, s'amuser et pas avoir peur de se différencier, quoi. Complètement. Et du coup, ça me fait penser quand tu parles vidéo, audio, et cetera, un sujet dont on n'a pas du tout parlé et qui, moi, fait un peu partie de mon quotidien, c'est de pas oublier quand vous faites, que ce soit, un lead magnet, préenregistré ou un lead magnet en comment dire? En live, ne pas lésiner sur la page de remerciement. Moi, je télécharge beaucoup de lead magnets. J'ai une adresse qui est faite pour ça, parce que je regarde tout ce que fait tout le monde, même des petits comptes, etc. Parce que bah, parfois, des petits comptes font des trucs extrêmement bien, parce que justement, ils sont pas brouillés par toutes les idées, bref. Et du coup, j'observe vachement. Et quand je tombe sur des pages de remerciements qui me disent juste merci, tu vas recevoir un mail, mais pétage de câble, il ne faut pas faire ça. Et je ne veux pas vous expliquer en long et en large et en travers comment faire. N'hésitez pas à aller regarder pour le coup un de mes lead magnets et vous verrez bien, il y a un fonctionnement. Moi, sur mes pages de remerciements, j'ai un merci. J'ai une première vidéo de moins d'une minute qui redit merci à la personne et qui lui propose pour le coup quelque chose en particulier. J'ai toujours une offre sur un de mes produits en spécifique avec un code promo spécifique, etc. Le lead magnet en question, moi je fais uniquement de la vidéo et accessible tout de suite. Donc t'as pas besoin de retourner te connecter à tes mails, t'as vraiment accès tout de suite au lead magnet. Il y a un sommaire, donc c'est hyper simple de voir ce qui va se passer. Parce que c'est vrai que moi demain je reçois une vidéo de 39 minutes, je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo. Peut-être que je vais pas aller jusqu'au bout. Donc moi je mets toujours des sommaires, comme ça la personne va regarder, va dire ah en fait ça m'intéresse vraiment, je vais le regarder dans la totalité. Donc en fait, votre page de remerciement, c'est une page de vente.
et ça, il faut pas l'oublier. Donc si vous faites partie des gens qui ne disent que merci sur votre page de vente, c'est pas grave, mais il y a vraiment du taf à faire par rapport à ça parce que c'est essentiel. Par exemple, si on vient de la pub, moi je sais que justement mes tunnels, ils ont été de plus en plus créés pour une audience qui est froide, donc une audience qui ne me connaît pas, et c'est pour ça que je mets de la vidéo partout. Parce que aujourd'hui, on me découvre, quelqu'un qui ne m'a jamais connue, sur qui par exemple je fais de la pub, elle arrive sur un de mes lead magnets, elle me connaît pas, bah moi si ce cas-là, j'arrive sur une page où il y a une petite vidéo hyper courte, bah, je vais la regarder, bah déjà tout de suite, ah ok, c'est cette personne-là, elle parle de cette manière, elle ressemble à ça. En fait, ça humanise encore une fois énormément, ça permet d'avoir cette jauge de confiance qui augmente, et ça c'est essentiel. Donc il faut faire très intéressant, je pense, très attention, pardon, aux pages de remerciement quand on fait en fait tout ce travail-là. C'est très bien de faire des séquences mail, mais si la page de remerciement est bien faite, limite, il n'y a pas besoin de la séquence mail. C'est ça. C'est vrai que la page de remerciement, on n'en parle pas assez et tu as totalement raison et c'est pareil en pub ce que je recommande pour, rentabiliser au maximum sa pub, c'est aussi de mettre un petit produit, de présenter son offre. Si on a un événement live, on utilise, un outil comme AdEvent qui permet que les personnes qui se sont inscrites à ta masterclass puissent ajouter à leur agenda en ligne ton créneau avec ton lien, les informations. Ça, c'est un super outil parce que ça veut dire que les gens le font et c'est déjà bloqué dans leur agenda. Et si c'est déjà bloqué, il y a moins de chances, un, qu'ils oublient, de deux, qu'ils fassent autre chose en même temps. Et donc, ça va encore plus augmenter le taux de présence. Donc, il y a plein de choses comme ça où il faut optimiser, penser. Et comme tu le dis, la page de remerciement, si elle est déjà bien faite, il n'y a pas besoin d'envoyer autant de mails ou de mettre autant d'informations si dès le début, on arrive à convaincre. Parce que ça va être les premières impressions qu'on va faire en fait à une personne qui ne connaît pas. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, dans le monde du digital, on donne souvent peu de secondes chances. Quand il y a une première impression sur une entreprise, sur une personne, sur ses produits, sur sa façon de faire, je trouve qu'on est beaucoup plus dur que dans la vraie vie en fonction des personnes. Mais on a très vite un avis tranché et on se dit, bon, je reviens pas dessus, c'est bon, j'ai vu une fois, je sais que c'est nul. On se dit pas, bah, peut-être qu'elle s'est améliorée. Donc, il faut vraiment faire dès le début, essayer de faire au maximum, faire bonne impression. On dédramatise, évidemment, c'est pas parfait, ça ne le sera jamais, mais il faut quand même faire de son mieux et prendre le temps de faire des choses et pas se réveiller un matin, on est lundi matin et dire: «Ah vendredi, je fais un lancement», quoi. Ça ne se passe pas comme ça. Carrément. Et je pense que justement pour dédramatiser un petit peu sur cette partie-là, je pense que c'est la même chose pour toi aussi. Moi, je fais des choses au dernier moment parce que je me suis rendu compte que c'est pas assez bien. Je change extrêmement souvent. Alors après, moi encore une fois, c'est par rapport à ma niche, j'observe beaucoup ce que font les autres, donc j'observe beaucoup aussi mes statistiques, et cetera, tout ça, tout ça. Et du coup, forcément, je fais des modifications. Mais genre là, ce matin, par exemple, je faisais un audit, d'un tunnel de vente pour une de mes clientes. Il y a un truc que j'ai vu, ça m'a fait tilter quelque chose sur une de mes pages, je suis allée faire la modification. Donc il faut pas essayer de faire parfait, parce que c'est jamais parfait. Si des gens comme moi, des gens comme toi font des modifications un petit peu tous les jours parfois, alors peut-être pas tous les jours, mais de temps à autre sur leur page, c'est que c'est jamais parfait. Mais par contre, c'est bien du coup d'observer des gens dont vous savez plus ou moins qui fonctionnent, ou des gens dont vous êtes admiratif, que vous considérez un petit peu comme mentor. Vraiment, aller observer. C'est pas juste, ok, je télécharge mon lead magnet et je vois ce qui se passe. Non, c'est je télécharge le lead magnet, j'ai observé la page de capture, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a fait donner envie de passer à l'action. J'observe la page de remerciement, la même chose, quel type d'informations j'ai sur la page de remerciement. Et ensuite, par rapport aux mails, c'est la même chose. Si vous voulez retravailler vos mails ou travailler vos mails pour la première fois, la meilleure chose à faire, c'est de vous inscrire à des lead magnets et de lire les mails que vous allez recevoir. C'est la meilleure formation qui existe. Et de garder les mails aussi, petite astuce, hein, s'il y en a qui le font pas, faites-vous un libellé sur, votre boîte mail, de tous les mails de vente, de lead magnet, de présence à la masterclass que vous aimez bien. Conservez-les et allez piocher dedans quand ça va être le moment de rédiger vos textes. On le fait tous, hein. Prenez en des screens, des pages de capture que vous aimez bien, des pages de vente que vous aimez bien. Prenez des screens. Ça ne veut pas dire que vous allez refaire exactement la même chose, mais simplement en prenant à droite à gauche, vous allez pouvoir trouver déjà des éléments qui vous correspondent, le remettre à votre sauce, c'est le plus important. Et n'ayez pas peur de vous dire, ah ouais, mais si je prends, je m'inspire ou je trouve qu'il y a une bonne idée là et que je la reprends, je vais lui voler le travail. Le fait de screener et d'analyser les mails a été exactement a été le même travail pour la personne chez qui vous allez prendre l'inspiration. Elle l'a aussi fait chez d'autres personnes. Donc, n'ayez pas cette crainte-là. Et ça, c'est une source d'inspiration inépuisable, quoi. Allez sauvegarder les mails, sauvegarder les pages de capture et de vente que vous aimez bien. Et ça va grandement vous aider.
Et peut-être juste un dernier point pour, cet épisode et après il faudra aller écouter l'épisode 3 pour en savoir un peu plus. Mais on pourrait parler aussi des publications sur les réseaux sociaux. À quelle Mmh. fréquence? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois mettre? Est-ce qu'il y a un ordre bien précis dans lequel je dois faire ça? Est-ce que je dois modifier ma bio? Toutes ces choses-là. Est-ce que toi tu as des petits conseils pareils quand c'est le lancement? Je suis en période de vente, comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois publier? Qu'est-ce que je dois dire? Parce que souvent, j'ai peur de saouler mon audience, quoi. Ça, c'est le truc qui revient très souvent. J'ai peur de saouler Le mon classique. audience. J'ai peur de saouler mon audience et je sais pas quoi dire parce que, Ouais, potentiellement j'ai pas forcément bien préparé aussi, derrière. Ça je pense que ça joue vachement donc le «je sais pas quoi dire», retravailler votre client idéal. Si tu veux, on mettra peut-être en lien de l'épisode de podcast, j'ai fait une vidéo qui est complètement gratuite sur YouTube où c'est un exercice que moi j'adore sur le travail du client idéal, où c'est vraiment la situation initiale dans laquelle elle est, il ou elle est, les tests qui ont déjà été faits, la situation dans laquelle cette personne a envie d'être, désir interne et externe, etc. Le mur qu'elle a rencontré, donc un petit peu la prise de conscience de ah ouais, en fait, j'ai cette problématique-là. Et ensuite, la mise en avant de la nouvelle opportunité de votre produit. Et vraiment, de faire cet exercice vous permet d'avoir toutes les cartes pour communiquer sur votre audience. Ça, c'est sûr. Après, je pense que si on reprend tout ce qui va être, alors là, en particulier Instagram, c'est forcément, il faut adapter. Je veux dire, moi, demain, je fais un lancement, bah forcément, ma bio, je vais venir potentiellement la changer un petit peu. Je vais venir vraiment targeter pour que les personnes qui arrivent sur mon profil, encore une fois, statistique, regardez les personnes qui arrivent sur votre profil, qui cliquent sur votre lien. S'il y a vraiment un drastique, je pense qu'un ratio de 20-30%, c'est intéressant, mais si vous avez moins que ça, c'est que forcément la bio n'intéresse pas les gens. Donc il faut aussi retravailler cette partie-là, retravailler ça, retravailler ses stories à la une aussi forcément. Quand vous êtes en lancement, veillez à avoir une story à la une qui est dédiée au lancement. Donc quelqu'un qui n'a pas vu le lancement, bah, par exemple toi Marine, quelqu'un qui n'a pas vu ce qui s'est passé hier, qui arrive aujourd'hui, bah, il faut que tu aies une story à la une pour que la personne puisse voir, ah bah tiens, il y a eu des ventes, ah bah tiens, il s'est passé ça, voilà le prix, voilà ce que bah, les informations en fait que tu avais données forcément hier. Donc ça c'est hyper important. Après, si vous avez aussi envie de mettre à jour vos posts épinglés, faut pas hésiter. En fait, il faut vraiment utiliser un Instagram comme si c'était un site web. Demain, je vous donne l'exemple par exemple avec Decat. Decat a un site web, classique. Bah, quand on faisait ce qu'on appelait nous des OPECO, donc par exemple back to school, à la fin du mois d'août, tout le site web était changé pour être full vers back to school avec, bah, les chaussures, les sacs, enfin que des choses pour des enfants. C'est la même chose avec votre compte Instagram. C'est qu'il faut que la personne en fait, elle ait pas à aller chercher l'information. Il faut que l'information soit là devant tout de suite, qu'elle comprenne en fait ce qui va se passer. Donc ça, je pense que c'est important et on peut faire des modifications là-dessus. Et puis, et forcément, bah, si vous êtes en période de lancement, en période de teasing, peu importe, la création de contenu, elle est hyper importante. Parce que c'est le moment où vous allez créer votre parcours client. Donc vraiment, on fait l'alliance entre visibilité et attirance. La personne passe de étranger à tiens, cette nana-là m'intéresse, à vraiment je suis attirée par ce qu'elle fait et ben peut-être je vais regarder tous les jours ses stories, je vais aller regarder les posts qu'elle va faire, je vais regarder ce qu'elle met dans les descriptions, etc. Donc effectivement, ouais, il faut faire très attention aux posts qu'on va faire. On peut diversifier aussi. Comme tu le disais, il faut diversifier les formats dans tous les cas, que ce soit en story ou en format feed. Donc on n'hésite pas à faire des vidéos, on n'hésite pas à faire des reels, on n'hésite pas à faire des infographies, on n'hésite pas un petit peu à faire du putaclic. Voilà, ça n'a jamais tué personne, exactement. des petits contenus putaclic de temps à autre. Donc ouais, je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence dans le moment où vous créez du contenu pour gagner en visibilité et vous créez du contenu pour votre lancement. C'est vraiment ça. Dites-vous bien que quand on va sur le profil de quelqu'un qui a un lancement, il faut que je sache tout de suite ce qui se passe. Faut pas que j'aille chercher. Je veux avoir l'information là, maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, en plus, on a l'avantage de pouvoir mettre plusieurs liens sur le Linktree et d'avoir les noms de chacun des liens. Donc là, vous pouvez mettre tout de suite, voilà, découvre ma nouvelle offre, ou carrément le prix, en fait. Voilà, intègre le programme pour tant. Bah forcément, si les gens voient le prix, ça va aussi beaucoup plus vite. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre. Enfin, moi, j'ai acheté des produits. Je sais pas que j'en avais pas besoin, mais j'aurais eu plus de réflexion. Peut-être si j'avais pas vu le prix, je me suis dit: «Ah ça coûte 200 €, bah, tu sais quoi? Je m'en fous, c'est même si je prends une infime information, c'est pas grave, ça va me permettre, d'avoir des informations supplémentaires». C'est exactement ce qui s'est passé hier avec ton produit. Quand j'ai vu que ça coûtait 57 €, j'étais là, ça en fait, ça ne pour mon business et j'ai la chance, j'ai bien conscience de pouvoir dire ça, ça ne change rien à ma vie. Que je l'achète ou que je l'achète pas, je le verrai même pas sur mon compte en banque. Donc c'est hyper important aussi de mettre les prix quand vous faites votre communication. Faut pas avoir peur de son prix. Et je pense que ça joue vachement aussi avec le fait d'être fier de son offre. Si on est fier de son offre, on est aussi fier de son prix, on est aligné avec son prix. Donc, faut pas hésiter. C'est ça et si on n'est pas aligné, c'est qu'il y a
c'est comme tu dis, si on a peur de dire son prix, c'est qu'il y a un problème quelque part et il faut faire gaffe à ça. Et en fait, c'est ça, faut optimiser au maximum tout ce qu'on a. Là, j'utilise les notes dans les messages Instagram, genre le truc que je n'utiliserais jamais si je n'étais pas en lancement ou qu'il y avait quelque chose à faire, mais parce que faut être le plus visible possible et il faut se dire aussi, alors désolée, peut-être que ça va pas faire plaisir à certaines personnes, mais il y a que nous, hein, qui voyons tout notre contenu. Le monde s'en fout, Bien sûr. vraiment tout le monde s'en fout de notre contenu, tout le monde s'en fout de combien on va poster, tout le monde s'en fout qu'on n'ait pas été là 2 semaines. Je veux dire, il faut simplement ne pas avoir peur de vendre parce que, si on vend pas, bah, ça sert à quoi tout le travail qu'on a fait? Et si on en parle là maintenant, si on n'en parle pas là maintenant, quand est-ce qu'on va en parler? Jamais. Donc on plie bagage, on ferme l'entreprise et basta, quoi. Et c'est Mmh. pas ça qu'on veut généralement si on s'est lancé, donc il faut vraiment casser cette barrière de: «J'ai peur de vendre» et il y a plein de moyens de le faire. On n'est pas obligé d'avoir, un marketing, du rouge partout qui clignote, de l'urgence partout, pour vendre, bien au contraire, on n'est pas obligé, du tout de faire tout ça. Et est-ce que, pour finir sur ce super épisode où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs, est-ce que tu aurais une dernière, information, peut-être un dernier conseil pour toutes les personnes qui vont être en lancement, qui sont peut-être en lancement actuellement au moment où elles écoutent, cet épisode? Ouais, je dirais le meilleur conseil, on n'en a pas parlé, même si ça fait partie de la base, donc on peut terminer là-dessus, c'est d'avoir un rétro-planning. En fait, le fait de pas avoir de rétro-planning, va créer du stress, va créer de: «Oh, mais quand est-ce que je suis censée faire ça? Mais pour quand est-ce que je dois avoir ça?» En fait, le rétro-planning, il faut le voir comme une grosse to-do list avec des deadlines qui s'enchaînent. Donc c'est-à-dire, voilà, avant de faire telle chose, je vais faire telle chose. Je donne un exemple tout bête, je vais pas, créer ma page de vente avant d'avoir fait, par exemple, ma liste d'attente. Ma liste d'attente, je vais la publier bien avant, donc autant que je fasse ma liste d'attente, après je peux la remodifier, mettre des informations, etc. Et après je crée ma page de vente. Donc vraiment le fait d'avoir un rétro-planning permet d'enlever du stress, permet aussi dès que vous avez une nouvelle idée, plutôt que de vous dire ah tiens ça serait cool de la mettre en place, c'est je veux voir mon rétro-planning, est-ce que ça a du sens? Si ça a du sens, ok, à ce moment-là, quand est-ce que je le fais? Et du coup ça vous permet vraiment d'avoir de la vision. Et moi je sais que c'est un exercice que je fais avec toutes les personnes avec qui on organise des lancements en accompagnement. C'est le premier truc, c'est ok, c'est quoi les dates, qu'est-ce qu'on met, comment est-ce qu'on adapte, combien de temps il te faut pour faire telle ou telle chose, etc. Et au moins, les personnes avancent petit à petit et vont pas sur tout en même temps. Ouais, ça je suis totalement d'accord. Le rétroplanning, c'est le point, franchement le plus important. Je pense qu'ils peuvent aller voir ton contenu pour, essayer de comprendre, voir comment ça se passe au niveau, des lancements puisque ta compagne, c'est vrai, on l'a même pas dit. En fait, il y a tellement de choses à dire sur les lancements, c'est pour ça qu'on a fait 3 épisodes, mais en fait, on aurait pu même en faire 10 Ouais, je dessus. pense. Mais, vraiment, allez voir le contenu de Aude parce que déjà, elle peut vous accompagner pour les lancements. Elle a une formation qui est, là-dessus et très honnêtement, quand on sait qu'un lancement c'est fait pour vendre, ça vaut le coup d'investir pour se faire accompagner parce qu'on a un vrai retour sur investissement. Si on suit bien toutes les méthodes, tout ce qu'il faut faire et qu'on a bien travaillé, on aura ce retour sur investissement. Donc vraiment, allez voir. Et je dis pas ça parce que j'apprécie ton contenu, vraiment parce que je suis convaincue que ce que tu fais et que c'est hyper important pour réussir son premier lancement en tout cas et même ses autres lancements. Mais allez-y et faites un rétro-planning pour pas avoir la tête sous l'eau, être débordé, et être paniqué et si justement on fait un lancement en étant en stress, en panique, c'est le meilleur moyen de tout foirer. Donc Complètement. ne faites pas ça. Très bon dernier conseil, en tout cas. Et du coup, effectivement, on peut te retrouver donc sur Insta, sur YouTube également. Il y aura tous tes liens de toute façon, en description comme une vraie youtubeuse. Il y aura tous tes liens en Top. description, sur la plateforme, d'écoute, des personnes qui nous écoutent. Et si d'ailleurs dans les personnes qui nous écoutent, certaines ont des questions, n'hésitez pas à aller voir Aude pour lui en poser. Si vous en avez sur la pub ou quoi, vous pouvez évidemment aussi venir, me parler. On mange pas, ou pas encore en tout cas, donc ça va. Vous pouvez venir, ce sera avec grand plaisir. Et si vous avez aimé l'épisode, bah pareil, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous motive toujours un peu et ça nous fait plaisir aussi et à laisser une petite note, sur la plateforme d'écoute, quoi. Carrément. Et puis s'il y a beaucoup de questions, on fera encore d'autres épisodes. Bah, merci beaucoup, Aude, en tout cas pour ton temps, pour toute la valeur, que tu as apportée. À toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont en période de lancement ou qui vont être en période de lancement, courage. On a l'impression que, à certains moments, ça va pas marcher, qu'on va pas vendre. C'est normal pour tout le monde, ça arrive à tout le monde. Vraiment courage, sortez vous balader, 30 minutes, 1 heure, prendre l'air avec, la mu vos mus votre musique préférée, boire votre boisson préférée et souffler un bon coup et voilà, ça va le faire. C'était le petit mot de la fin pour dédramatiser un peu les lancements qui peuvent être stressants.
ça ira et ça va aujourd'hui, ça ira bien aussi, demain donc voilà et merci beaucoup en tout cas pour tout ton temps à toi et aussi tout le temps qu'on a pris, aux personnes qui nous ont, écoutées et hésitez pas, une fois que vous avez écouté cet épisode, du coup, dans 2 semaines ou si l'épisode est déjà sorti, à aller écouter l'épisode 3 sur les lancements. Je pense qu'il va vous intéresser. Top. Merci beaucoup pour l'accueil et puis voilà, Mais j'espère que l'épisode aura pu, plaire à toutes les personnes et effectivement, on se retrouve avec un troisième épisode. Mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait, de faire des épisodes sur ce sujet-là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin, c'est vraiment un un sujet sans fin. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, parce que je pense que ça peut être tant intéressant pour moi que pour Marine et voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, pour les merci personnes qui sont restées beaucoup. jusque-là. Merci beaucoup. Salut.